Je vous souhaite à toutes et tous la cordiale bienvenue. Je suis donc Axel Marion, le président de la section vaudoise du NOMES. Le NOMES, vous connaissez certainement, plusieurs d'entre vous sont membres. C'est le nouveau mouvement européen suisse. C'est le mouvement qui, en Suisse, plaide fondamentalement pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, mais évidemment plus largement ou de manière très actuelle aussi plaide pour le renforcement des liens entre la Suisse et l'Union européenne, notamment dans le cadre actuel des discussions de l'accord cadre que nous suivons tous évidemment avec beaucoup d'intérêt et je dois dire sans doute avec un peu d'effroi. Je tiens à remercier d'ores et déjà nos deux intervenants, M. Delfos et M. Durand, que mon collègue Guillaume Kaiser vous présentera plus en détail tout à l'heure, aussi dans le cadre de l'introduction à la thématique du soir, donc cette thématique qui porte sur la reconnaissance mutuelle des dispositifs médicaux, qui est donc l'un des accords existants entre la Suisse et l'Union européenne, mais qui pourrait être victime de la non-reconduction ou de la non-avancée au fond du dossier de la discussion de l'accord cadre. Je ne vais pas faire une longue introduction. Je pense qu'il n'y a pas lieu de la faire. Vous êtes très au courant du dossier comme moi, ou du moins, vous êtes au courant des aspects publics du dossier. Je suppose que enfin, si l'un d'entre vous a eu une discussion privée récente avec Parmelin ou Cassis, on est preneur des informations confidentielles que vous pourriez avoir. Moi, je dirais juste un mot. Personnellement, je travaille dans le domaine des hautes écoles et vous savez qu'évidemment, on est aussi très inquiet sur le futur des accords en matière de recherche et aussi d'enseignement, hein, mais surtout de recherche qui sont un gros enjeu pour les hautes écoles en Suisse. Il y a un lien évident avec la question des dispositifs médicaux puisqu'on est dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la recherche, on est dans le domaine de la science de pointe et de l'industrie de pointe qui est l'un des secteurs évidemment dominants de l'économie suisse, un des secteurs de prestige aussi, un des secteurs où on peut faire la différence, où on fait la différence. Et évidemment, ce serait, de mon point de vue, du point de vue du NOMES, j'imagine du point de vue des participants à cette rencontre, ce serait un véritable suicide de la part de la Suisse que de se priver de ce marché, ou en tout cas de se mettre des bâtons dans les roues en matière d'accès au marché européen pour la science médicale, la science pharma et les medtech, qui sont évidemment un aspect essentiel de notre économie. Donc voilà, j'en dis pas plus. J'espère simplement que nos dirigeants auront la sagesse de reconnaître l'importance de ça, auront la sagesse d'écouter aussi les gens qui, sur le terrain, travaillent au quotidien avec l'Europe, ont besoin de faire des affaires avec l'Europe, mais ce n'est pas seulement des affaires, ce n'est pas seulement du business, c'est aussi de construire un destin commun, une trajectoire commune avec l'Union européenne, avec les Européens, ce n'est pas seulement avec l'Union, c'est avec les Européens. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. J'aimerais encore vous dire que je mettrai en cours de soirée dans le chat de la discussion le lien vers le site du NOMES suisse, europa.ch. Et évidemment, j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par nos activités ou qui souhaiteraient même adhérer à visiter ce site et à nous contacter en cas d'intérêt. Voilà. Ceci étant dit, Guillaume, je te passe la parole pour introduire la soirée et on vous remercie encore toutes et tous d'être présents pour cette belle conférence qui s'annonce. Merci beaucoup Axel pour ce mot de bienvenue et le panorama européen que tu as un petit peu tissé pour remettre justement la soirée dans son contexte. Donc on va parler ce soir justement de l'accord sur la reconnaissance mutuelle des dispositifs médicaux entre la Suisse et l'Union européenne. Et pour ça, nous avons la chance, MESVO, d'accueillir ce soir donc deux panélistes, disons, deux orateurs de très grande qualité que je vais brièvement présenter. Donc tout d'abord, M. Daniel Delfos, donc, qui a fait tout d'abord un doctorat puis un post-doctorat et ensuite travaillé dans plusieurs endroits différents. D'abord à l'EMPA, au laboratoire de mécanique des matériaux et nanostructures. Ensuite chez Mathis à Wetzlar, donc sur plutôt les produits orthopédiques, comme j'ai compris, où il était chef de département et puis chef d'innovation aussi et directeur des affaires scientifiques. Et actuellement, il a rejoint donc le Executive Board donc, de Swiss MedTech, l'association fêtière de la technologie médicale en Suisse, comme directeur des affaires régulatoires, justement. Et du coup, il va pouvoir nous en dire plus sur le secteur dans sa globalité. Et notre deuxième orateur ce soir sera du coup M. Nicolas Durand, donc, qui est le fondateur de la start-up ou scale-up ou entreprise maintenant Abionic, qui a fait d'abord ses études et un doctorat à l'EPFL, a fondé ensuite avec Yvan Merkli justement Abionic, qui a pour objectif de rendre plus rapide et précis les diagnostics médicaux grâce à des nanotechnologies très innovantes.
Et cette startup, donc Advenic, a gagné énormément de prix, donc on ne va pas tous les citer. Nicolas Duron est également au conseil d'administration de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Merci à vous deux d'être là ce soir. Et sans plus tarder, je passe la parole du coup à M. Delfosse. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, moi, je suis très reconnaissant au canton de Vaud parce que j'ai pu faire mon doctorat à l'EPFL et c'est aussi là où j'ai appris le français parce que mon nom est francophone, mais bon, c'était mon arrière-grand-père qui parlait encore, mon père déjà plus et moi, j'ai tout dû apprendre. C'est aussi pour ça que les diapos seront en anglais. Moi, je vais parler en français, mais ma langue écrite en français, ben, je ne voulais pas oser faire ça. Et la deuxième chose, c'est effectivement, je suis maintenant un chef de régulation et j'étais toujours pris entre innovation et régulation. Innovation, on ne peut pas le mettre sur le marché sans régulation et ça m'a toujours coincé les couilles de faire cette régulation parce que j'ai toujours trouvé que l'innovation était beaucoup plus intéressant et c'est comme ça devrait être. Actuellement, à l'heure actuelle, j'ai un job très intéressant et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Si la régulation devient intéressante, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je vais vous montrer pourquoi je pense qu'il y a des choses qui clochent. Voilà. On a parlé de ces ARM et qu'est-ce qu'elle fait si ces ARM manquent entre la Suisse et l'Europe pour l'exportation et l'importation. Alors là, vous voyez un peu la Suisse entourée par les pays voisins en bleu, l'Europe unie. Et il ne faut jamais penser que la régulation en Suisse est indépendante de l'Europe. Ça, ce n'est pas le cas. Et en effet, la MDR, la RDM, sera traduite en ordonnance dispositifs médicaux en Suisse ainsi que le IVDR. Ce sera la même chose. Donc, moi, j'aime bien si on parle de cette dynamisation des lois. Hein, c'est quelque chose il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, parce qu'ils disent « Ah non, c'est l'Europe qui nous coince à utiliser leurs lois ». Mais en effet, il ne faut pas penser que la Suisse peut faire des régulations indépendantes de l'Europe. Et ces règles, en effet, sont un petit peu de collaboration, sont écrites dans cette ARM, Mutual Recognition Agreement, en anglais MRA, comme on dit tout le temps. Et en effet, vous voyez, déjà, c'est une abréviation de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relative à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. Donc, c'est un très long nom et on appelle ça l'ARM. Mais c'était que c'était encore une fois actualisé, c'était en décembre 2017, et depuis là, il n'y a plus rien qui s'est passé. Et en 2017, on a pris une partie de la RDM et une partie de la RVDID aussi dans cette ARM, mais pas en entier. Donc, le problème, c'est maintenant aujourd'hui, si on n'a pas une actualisation de ces ARM, on va devenir un État tiers pour l'Europe et entre autres, on a besoin de nommer des mandataires en Europe pour l'exportation, mais en Suisse aussi, on veut la même chose pour l'importation. Voilà, ça c'est un petit peu pourquoi on parle de cette ARM. Mais qu'est-ce qu'il y a comme effet si on devient un État tiers? Pour les fabricants à gauche, c'est nous, les Suisses, nous fabriquons des dispositifs médicaux. Et pour l'exportation en Europe, on a besoin de mandataires. On appelle ça EAR, European Authorized Representative. Et ça nous a déjà coûté, parce que ces coûts sont payés plus que 100 millions de francs suisses, juste pour établir, en effet, 350 mandataires en Europe, parce qu'on est à peu près 350 fabricants suisses. Et ça va nous coûter, juste pour la paperasse, hein, ça va nous coûter encore 75 millions par an. C'est pas beaucoup parce que si on considère qu'on a un chiffre d'affaires en Europe de 5 milliards, ça fait à peu près 1,5% du chiffre d'affaires. Mais ça veut aussi dire on fait 1,5% plus cher nos produits en Europe. Et en effet, naturellement, on n'aime pas dépenser cet argent juste pour la paperasse, parce qu'il n'y a rien d'autre que l'administration, il n'y a rien qui augmente l'innovation ni la sécurité des produits.
Et à la fin, on pense qu'on perd vraiment beaucoup l'attractivité en Suisse. Pensez à des medtech start-up, par exemple, à l'EPFL ou à l'Université de Genève. On m'a déjà parlé qu'il y a pas mal d'entre eux qui se posent la question, si je veux faire du business en Europe, il faut que je fasse une société en France ou en Allemagne. Donc, pourquoi pas commencer directement là-bas? Pourquoi faire une société en Suisse d'abord et puis encore offrir une succursale en mandataire quelque part en Europe? Ça, c'est une des choses qu'on a vues, mais aussi les fabricants, je veux dire, en moyenne taille, ils se disent, mais moi, j'ai fait déjà la moitié de ma production, je la fais quelque part en Europe, l'autre moitié en Suisse. Donc, je vais maintenant aussi demander les certificats, pas depuis la Suisse, la société en Suisse, mais depuis la société en Allemagne, qui fait déjà une partie de ma production. Et ça, c'est une chose qui est bien réfléchie, mais naturellement, si on fait les certificats en Allemagne, on a besoin d'y mettre les gens des affaires réglementaires, mais aussi les gens du développement. Comme la moitié des dossiers techniques est écrit par des ingénieurs, donc il faut des ingénieurs, plus en Suisse, mais quelque part en Europe, et ça, j'aime pas du tout. Aussi pour les très grandes sociétés comme Johnson Johnson, Zimmer Biomet, Alcon et ainsi de suite, qui ont leur headquarter en Suisse, ça ne joue plus tellement. Il faut qu'ils se battent à l'interne contre les Américains qui disent « Mais pourquoi est-ce que j'ai un headquarter en Suisse quand j'ai besoin de tout faire par la France ou l'Allemagne ?» Donc ça, c'est vraiment, ça met en danger et en question la location suisse comme la place pour faire le business en medtech. Et ça, on n'aime pas du tout. De l'autre côté, pour les importateurs, les distributeurs, voilà, on a aussi besoin des mandataires, ça coûte aussi de l'argent. Mais là, je pense qu'il y a une autre chose qui est un danger, ça c'est une pénurie, l'approvisionnement des dispositifs médicaux. Et là, je vais encore parler dans un petit instant. Mais restons avec le problème de l'exportation. On a on a eu deux buts, on a dit ok, mais il faut effectivement qu'on fasse une actualisation complète de cette ARM avec la RDM et la RDIF avant mai 2021, ben, c'est dans un mois. Mais on a vu, on ne va pas signer l'INSTA, hein, l'accord 4, donc la Commission européenne nous a toujours dit, Monsieur Delfos, on est prêt demain à signer l'ARM, une fois que vos conseils fédéraux ont signé l'INSTA. Mais bon, ça ne va pas venir, donc voilà, on a dû abandonner ce but 1. Donc, but B, c'est au moins que la Commission reconnaisse ce qui est écrit dans l'ARM en décembre 2017. Donc, on aura une période de grâce, une période de transition pour les produits MDD, comme tous les autres pays de 3 ans, sans qu'on ait besoin de tout faire un changement de labeling. Et aussi qu'on a accès à Udamed. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Udamed. Mais Udamed, c'est la banque de données où tous les dispositifs sont dedans, tous les cas de vigilance sont dedans. Donc, en effet, c'est les autorités qui utilisent cette banque de données pour savoir s'il y en a un cas de vigilance avec un patient suisse. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé 1000 fois en Europe ou c'était la première fois? Donc, c'est important d'avoir cet accès à cette banque de données. Et aussi, on a besoin d'un Notified Body en Suisse. Si on veut faire du business en medtech en Suisse, ben, ce serait très bien si on peut aussi certifier ces produits en Suisse. Donc, medtech Europe nous soutient tout le temps et ils ont déjà écrit en février, ils ont écrit un papier de positionnement où ils ont dit non, on ne peut pas discriminer contre la Suisse juste parce qu'on est en Suisse. Donc, voilà, laissez justement les Suisses faire du business en Europe et ça nous aide aussi parce que c'est les patients européens avec les produits suisses qu'on va soigner. Et finalement, fin mars, on a reçu justement cette information que la Commission européenne a toujours dit on ne va plus faire une actualisation d'aucun contrat bilatéral avec la Suisse. Mais là, ils disent ok, mais pour Medtech, on le fait. Donc, c'est un cadeau.
On a reçu le texte et c'est pas vraiment un cadeau. Ils donnent quelque chose et ils prennent quelque chose. Donc, on sait pour l'actuellement, on ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose parce que il nous donne justement cette période de grâce pour les produits MDD, ce qui était déjà plus ou moins dans le texte, mais il nous enlève l'accès à Udamed et l'accès au Swiss Notified Body. Donc, moi, je ne sais pas encore quoi dire, mais ce n'est pas quelque chose où les Européens font un pas envers nous en disant, voilà, prenez ça, c'est un cadeau pour vous. Si je regarde maintenant comme Européen, je dis, OK, c'est bien pour nous parce qu'effectivement, on a besoin des produits suisses, surtout en trauma, en diabète et ainsi de suite, pour soigner nos patients européens. C'est bien. Et à côté de ça, bon, les Suisses peuvent faire du business. Ça leur plaît. Hein? Ils aiment bien l'argent, les Suisses. Mais maintenant, si je regarde comme si, je dis, non, mais on nous donne ce cadeau moins qu'un mois avant que, effectivement, ces deadlines soient passées. Et en effet, ça ne vaut plus rien parce qu'on a déjà dépensé les 100 millions francs suisses. Donc, c'est beaucoup trop tard comme cadeau. Et en effet, maintenant, je dois éliminer mon Notified Body. Non, je ne suis pas vraiment d'accord. Donc là aussi, on n'a pas encore décidé avec le SECO, mais il faut qu'on décide la semaine prochaine ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Mais c'est, comme vous voyez, on est à un mois près de ce délai et on ne sait pas quoi dire à nos sociétés suisses. Est-ce qu'il faut faire un labeling ou non? Est-ce que vous avez besoin de mandataire ou non? On ne sait pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Tournons la page et maintenant regardons l'importation des dispositifs médicaux en Suisse. Et vous voyez, si maintenant je suis japonais, je regarde de loin, ça c'est l'Europe, tout ce qui est bleu, c'est l'Europe unie, voilà, c'est 450 millions d'habitants. J'ai encore cette île-là, qui est une fois très grande, voilà, Royaume-Uni, 66 millions. Et il y a encore cette petite île, hein, qui est entourée pas de la mer, mais des autres pays, c'est la Suisse. 8 millions d'habitants. Mais est-ce que je vais faire du business en Europe? Oui. Je vais faire du business au Royaume-Uni? Je ne suis pas sûr. Et en Suisse, je ne suis pas sûr du tout. Donc voilà, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de fabricants étrangers qui vont se dire « Ah non, ça ne vaut plus la peine ». Donc, pour nous, le but était toujours que le cadre réglementaire doit rester attractif pour nous comme société suisse, disons des fabricants, mais aussi des importateurs et des distributeurs. Et naturellement, il faut qu'on a besoin, comme patient suisse, avoir accès à tous ces produits qui viennent de l'étranger. Donc, il faut que le cadre réglementaire peut être attractif pour les fabricants qui sont à l'étranger. Et en effet, ce n'est pas seulement l'Europe, c'est le monde entier. Alors, on sait déjà qu'on ne va plus avoir tous les produits. On a calculé que, ouais, avec des enquêtes, qu'à peu près un quart de toutes les importations ne seront plus livrées en Suisse parce que les fabricants étrangers se disent « Ah non, ça ne vaut plus la peine ». Et en effet, c'est à peu près 12% du chiffre d'affaires avec les dispositifs médicaux en Suisse, parce qu'à peu près la moitié est fait par des produits suisses et l'autre moitié par des produits étrangers. Et maintenant, les politiciens me disent « Mais, M. Delfosse, mais c'est quel produit? Dites-moi quel produit, dis-moi c'est un produit et je vais vous trouver ce produit tout de suite. » Mais voilà, on ne sait pas exactement lequel ce sera. Et on a commencé à établir une liste. Et maintenant, tous les produits qui ne viennent plus en Suisse, il y a des importateurs qui vont me dire lesquels ce sont. Et moi, je vais compiler une liste que je vais donner au Conseil fédéral périodiquement, la première fois en octobre. Et on s'attend effectivement, dans le best case, qu'il y a 36 000 produits, 36 000 différents produits, des dispositifs médicaux qui vont manquer. Et bon, maintenant, les politiciens m'ont aussi dit, mais M. Delfosse, c'est très bien, ça c'est une très bonne affaire. Hein? Il y a 36 000 produits qui sont plus livrés en Suisse par ces étrangers-là. Donc maintenant, ça c'est votre chance. Dites à l'industrie suisse de fabriquer ces 36 000 différents dispositifs. Je dis oui.
une très bonne idée. On a 350 fabricants, donc chaque fabricant doit maintenant développer de nouveau, de zéro, son produit. Il faut les produire, il faut avoir des données cliniques, il faut avoir certification CE, mais c'est absolument impossible. Peut-être chaque fabricant peut faire une ou deux dispositifs, mais pas 100, c'est absolument exclu. Donc, si on a plus ces dispositifs, ben, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là pour soigner. Et en effet, si on parle de 12%, ça fait chaque 8e opération ne pourrait plus se faire comme aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu cet aspect qu'on a. Et juste encore, combien de mandataires est-ce qu'on a besoin en Suisse? Parce qu'on a dit qu'il y a 350 fabricants suisses, donc on a eu besoin de 350 mandataires européens, mais on a 5000 fabricants étrangers qui délivrent leurs dispositifs en Suisse. Donc, dans le meilleur des cas, on aura besoin de 5000 mandataires. Mais comment je fais? Ben, si la moitié des distributeurs et encore 20 sociétés de consultants vont justement se nommer comme mandataires, ben, il faut que chacun prenne 40 mandats pour 40 sociétés. Voilà, ça va coûter beaucoup de temps, de l'argent, négociations, ainsi de suite, et ça, on aurait besoin d'avoir une période de transition suffisamment longue. On a aussi calculé combien il faut. Ben, il faut, juste pour nommer le mandataire, avoir justement cette négociation des contrats de liability insurance et ainsi de suite. On a besoin de 10 mois et si on a encore besoin de trouver des produits de substituts, il faut 18 mois. Donc on a dit, ben, donnez-nous 18 mois. On n'a pas donné 18 mois. Au début, on voulait nous donner 4 mois ou 6 mois et on a dit, mais c'est absolument impossible. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas possible. Donc, maintenant, on a des périodes de transition de 8 mois, 11 mois et 15 mois. Ça veut dire que, oui, on peut nommer des mandataires, mais on ne peut pas trouver des produits de substituts, parce que ça, c'est impossible dans cette période très courte. Voilà. Mais nous, on a dit, OK, on veut effectivement que nos importateurs peuvent bien travailler et que les patients ont accès aux produits. Et les autorités en Suisse ont dit, ah non, non, monsieur Davis, vous voyez ça trop simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est, voilà, il faut savoir politiquement choisir, mais qu'est-ce qui est important? C'est sécurité des produits, sécurité justement de la prévision, je ne sais pas comment dire, mais vous savez ce que je veux dire, un supply. Et que naturellement, une fois que c'est fait, que je peux faire accès à cette société qui est en faute, et donc cette société doit être en Suisse, parce que je ne peux pas avoir accès à une société en Corée ou au Japon, ben, il faut que ça soit en Suisse, c'est pour ça que j'ai besoin d'un mandataire. Et tout va être équivalent avec l'Europe, même si l'Europe nous éjecte, nous les Suisses, hein, nous sommes des parfaits écoliers, nous avons tout bien fait nos travaux, et ce n'est pas notre faute, c'est de votre faute. Hein. Nous, on a tout bien fait. Donc, il faut être équivalent, même si ça ne sert à plus rien. Mais qu'est-ce que ça va coûter? L'équivalence à l'Europe, ça augmente la sécurité des dispositifs médicaux, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose du RDM. On veut effectivement augmenter la sécurité des dispositifs médicaux, mais ça coûte parce qu'on a besoin de beaucoup plus de données cliniques, beaucoup plus de données précliniques, donc des analyses, des essais. Et en effet, on a fait une enquête aussi, on a trouvé que ça va augmenter le prix en moyenne de 8%. Chaque produit qu'on utilisera dans l'avenir serait 8% plus cher pour le fabricant à fabriquer. Maintenant, aussi bleu, là, on devient un État tiers pour l'Europe, mais on veut, en rouge, en Suisse, avoir cet accès direct aux sociétés, donc on a besoin des mandataires et ça va augmenter le coût d'encore à peu près 2%. Donc on a déjà 10%. Et maintenant, on a la sécurité des produits, du supply, et vous voyez naturellement qu'il y aura des produits qui sont manquants. Il n'y aura plus la possibilité de faire l'importation directe en parallèle, je veux dire, de l'Allemagne ou de la France. Il faut que tout passe par une société suisse, un mandataire suisse,
Donc, ça va aussi augmenter le coût, encore une fois, de quelques pourcents. Je ne sais pas combien, mais ça peut être entre 0 et 10%. Donc, en tout, les taux, le coût des produits vont augmenter de 10 à 20%. Donc, vous payez aussi vos primes d'assurance. 15% du chiffre total des coûts de la santé en Suisse et en effet des dispositifs médicaux. Donc, si j'augmente de 10% le prix de chaque dispositif, ça veut dire que vous et moi, on payera 1,5% de prime en plus. Voilà, c'est un petit peu, et si c'est 20%, ben ça fait 3%. Donc, et maintenant, c'est encore la question, mais qui va payer? Est-ce que c'est le gouvernement qui paye? Non, il ne paye pas pour ça c'est clair. C'est l'industrie qui paye, oui. Si on ne peut pas augmenter les prix, effectivement, c'est eux qui payent. Ils vont perdre des marges et ça met des compagnies, des sociétés à risque. C'est clair qu'il n'y a pas toutes les 350 sociétés qui vont survivre si on leur enlève 2 ou 10% de la marge. Est-ce que c'est les hôpitaux? Là, c'est la même chose. Si les hôpitaux font moins de marche, ben, on met soit les hôpitaux à risque ou bien, effectivement, c'est nouveau vous et moi qui m'ont payé par les impôts, parce que les hôpitaux, on peut pas les enlever, hein, on en a besoin. Et bien, on a déjà parlé du patient, si c'est vous-même, ben, c'est vous qui payez. Donc, ça, c'est un petit peu où on est aujourd'hui. Si on ne signe pas cette ARM, on a vraiment des problèmes pour l'exportation, mais surtout et encore plus fort pour l'importation. Et la seule chose qu'on peut faire chez Swissmedtech, on est l'association suisse pour les industriels là, on dit OK, pour l'importation et pour l'exportation, on essaye autant que possible. Je veux dire, on vous donne des guides, on vous dit, mais faites désigner un mandataire tel et tel, on vous donne aussi des contrats et ainsi de suite, on vous aide. Mais en même temps, naturellement, on essaye avec l'Europe et avec Berne de négocier justement pour que ce ne soit pas aussi pénible que j'avais mentionné dans ma présentation. Merci beaucoup de votre attention et voilà, excusez-moi mon français qui n'est pas à 100% à jour comme le vôtre. Merci beaucoup, M. Delfosse. Je pense qu'on peut dire que le français était quand même très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante sur les challenges justement qui attendent ce secteur. Et puis, je pense qu'on peut passer du coup à notre deuxième intervenant, donc Nicolas Durand, si c'est OK pour vous. Bien sûr. Merci voilà, beaucoup. Bonsoir à tous. J'imagine que vous voyez maintenant mon écran. Voilà, très bien, merci. Donc, magnifique présentation, Monsieur Delfosse, merci. Je vais reprendre un bon nombre de points. Donc, ce ne sera pas franchement un débat contradictoire, mais plutôt, on va dire, un renforcement de ce qui a été dit. Abionic est une start-up, maintenant une scale-up, que j'ai créée avec mon collègue Ivan Merki il y a un peu plus de 10 ans. Nous sommes tous deux issus de l'EPFL avec des doctorats en microtechnique. Et on a créé une nanotechnologie qui permet de faire du diagnostic rapide, donc du diagnostic in vitro. Et on aime se comparer et se projeter en disant qu'on est les futurs Nespresso du diagnostic biomédical, parce que Nespresso est évidemment un grand succès local, mais c'est aussi parce qu'on a cette même vision où avec un petit appareil et un système de capsules à usage unique, vous pouvez obtenir rapidement des résultats qui d'habitude prennent plusieurs heures, voire plusieurs jours dans les laboratoires d'analyse. Abionic est une start-up donc basée au biopôle des Palinges, donc dans le nord de Lausanne. On a créé donc ces petits capteurs que vous voyez ici qui contiennent des nanocanaux et qui sont fabriqués en salle blanche avec des technologies proches de ceux de la microélectronique. Comme on utilise vraiment des canaux de taille extrêmement petite, on ne peut pas les fabriquer en plastique parce que les plastiques ne sont pas assez stables par nature. Donc, on doit vraiment utiliser des matériaux comme le verre et le silicium. Et juste, soit dit en passant, on a été incapable d'arriver à trouver une salle blanche industrielle qui fabrique nos produits en Suisse. Malgré tous nos efforts pour essayer de fabriquer localement, c'est simplement impossible et on travaille avec 3 entreprises européennes juste pour la fabrication de ce composant clé qui fait partie de notre technologie. Aujourd'hui, on est un peu plus de 50 collaborateurs, principalement des gens très bien formés, pas mal de docteurs, de laborantins, mais aussi de biologistes, d'ingénieurs. Et puis, nos produits ont tous la certification CE. Certains d'entre eux sont approuvés aux États-Unis et puis on se développe assez bien à travers le monde. Aujourd'hui, le produit est disponible dans une dizaine de pays.
Ça se présente sous deux formes. Il y a la première qui est le lecteur. Donc, comme je disais, un peu, je vais comparer ça à notre machine à café. Et puis, grâce à ce lecteur, vous obtenez sur l'écran en 5 minutes un résultat qui aurait pris plusieurs heures en temps normal avec un système de laboratoire normal. Et puis, évidemment, ce système doit être compatible avec les systèmes d'information des hôpitaux, donc tout le système informatique. Donc, ça a été un développement qui a quand même pris plusieurs années pour être vraiment aux normes du marché, parce qu'au-delà de l'aspect réglementaire dont on va parler, ce système, c'est un peu comme si on avait créé une nouvelle voiture avec un moteur extraordinaire qui n'aurait pas besoin d'énergie pour fonctionner. Eh bien, même avec ça, les gens ne vont jamais vous acheter une voiture qui aurait les performances et la sécurité de 1950. Tout le monde veut la dernière technologie de 2021. Et c'est exactement la même chose dans le milieu médical. Vous devez vous amener au niveau de ce qui existe et y ajouter encore des avantages substantiels pour pouvoir devenir intéressant. Le système de capsule, donc de test à usage unique, est également révolutionnaire puisqu'on peut, avec une toute petite goutte de sang, de salive, d'urine ou autre fluide corporel, obtenir une quantification vraiment de qualité laboratoire. Donc, c'est aussi très intéressant, notamment chez les enfants, et, quand il s'agit de prendre très peu de sang, parce qu'autrement, quand on prend du sang veineux, on a tendance à malheureusement être assez vite limité. Et puis, on a la possibilité de multiplexer différentes applications et puis d'être comme ça capable de faire plusieurs types de tests, que ce soit des tests d'allergie, des tests de carence en fer ou autres tests du domaine hospitalier. Et puis, il y a juste une application qui m'intéresse toujours de partager avec vous parce qu'elle est extrêmement importante. C'est le diagnostic de sepsis, qui est le nouveau mot français pour septicémie, qui est aujourd'hui connu pour être la deuxième cause de mortalité à travers le monde. Et c'est assez étonnant parce que tout le monde parle de Covid-19 comme étant un énorme problème, mais c'en est certainement un. Mais personne ne connaît le sepsis, et je suis sûr que parmi vous, beaucoup découvrent le mot en ce moment. Et en fait, c'est la réaction que va avoir votre système immunitaire quand il va détecter, on va dire, un nombre anormalement élevé de bactéries qui se sont développées dans vos organes et qui sont parties dans le sang, et qui vont commencer, votre système immunitaire va autodétruire certains de ces organes avec des séquences qui ne sont pas toujours, on va dire, les mêmes et toujours évidentes à diagnostiquer, et les médecins ont beaucoup de peine à mettre le doigt sur le problème. Et pourtant, la manière d'éviter ce problème ou de le soigner est relativement simple, puisqu'il s'agit de donner au patient un antibiotique. Et l'antibiotique, c'est devenu aujourd'hui, et ça va le devenir encore plus dans le futur, un des plus gros problèmes et enjeux de notre système de santé et de soins de manière générale, puisque la tendance aujourd'hui, c'est d'absolument éviter de donner des antibiotiques aux gens, pour une raison qui est tout à fait valable, qui consiste à éviter que les gens développent des résistances aux antibiotiques. Mais parce qu'ils donnent les antibiotiques beaucoup trop tard ou pas, on voit une explosion du nombre de cas de sepsis et on arrive aujourd'hui à un peu plus d'11 millions de morts chaque année, dont une grande quantité des morts Covid qui nous avaient été annoncées, puisque ces patients qui finissent aux soins intensifs, souvent, pas systématiquement, mais souvent vont développer des pneumonies, des sepsis et vont décéder de ça. Donc, nous avons, grâce à notre système, intégré aussi un nouveau biomarqueur biologique qui s'appelle la Pancreatic Stone Protein, qui est la PSP. C'est un nouveau marqueur qui est créé par le pancréas et un peu par l'estomac, qui est assez intéressant parce que le pancréas, c'est l'organe qui va réagir le plus rapidement et le plus tôt en cas d'infection très grave de type bactérien. Et donc, on vient mesurer ce marqueur biologique, cette protéine dans le sang que tout le monde a en permanence à des niveaux assez bas et qui va avoir tendance à monter assez tôt quand le corps commence à détecter, enfin, quand cet organe commence à détecter une septicémie. Alors là, c'est simplement un graphique très, très simplifié pour vous montrer le principe. Donc, on voit sur la partie du haut, on va dire, le développement du sepsis chez une personne qui serait hospitalisée typiquement, et on définit le temps zéro quand on vient aujourd'hui mesurer ce problème de sepsis. Et puis, on voit que souvent, ça va soit amener la personne à mourir, soit à mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, afin qu'elle puisse récupérer. Et là, vraiment, la question qu'on essaye de répondre, c'est est-ce qu'on pourrait aider le médecin ou le praticien à détecter plus tôt ce problème, entre 1, 2, 3 jours plus tôt, de manière à ce qu'il puisse prescrire les antibiotiques plus rapidement, sachant que vous allez perdre à peu près 8% de taux de survie chaque heure avant lequel vous allez recevoir l'antibiotique. Et c'est effectivement ce qu'on a avec notre système, où on voit la concentration de cette molécule PSP qui monte dans le sang
et qu'on arrive à détecter entre 1, 2 à 3 jours plus tôt que ce qui se fait actuellement. Et du coup, là, je vous présente juste un patient. C'est un extrait, on en a des milliers comme ça qu'on a fait à travers des études cliniques à travers le monde entier, où on voit que le niveau de PSP est toujours relativement bas au début et qui va monter assez rapidement au moment où l'infection se propage, que malheureusement, souvent, elle est détectée trop tard. Ici, c'était aussi une étude observationnelle, que le patient meurt et puis que rétrospectivement, on peut dire « Ah mince, si on avait su 2 jours plus tôt, comme c'est le cas avec cet appareil, on aurait pu agir plus vite et peut-être ce patient serait encore vivant aujourd'hui. » Donc, c'est assez excitant. On a, comme je disais, une dizaine de pays aujourd'hui qui ont intégré cet appareil dans différents settings, principalement en soins intensifs, d'autres dans les salles d'urgence des hôpitaux. Et de manière assez étonnante, on a beaucoup de mal à intéresser les Suisses à se mettre à adopter ce type de technologie. Donc là, je vais aussi pousser un petit peu sur le côté européen, mais heureusement qu'on a accès au marché européen parce que sinon, on ne vendrait pas beaucoup de produits ni de machines. Hein. Plus de 90% de notre exportation aujourd'hui est faite dans l'Union européenne et c'est vraiment ce qui nous permet d'envisager le futur. Ce marqueur, on a aussi eu l'occasion de le tester avec une forme assez intéressante où on peut mesurer la sévérité du patient COVID-19, où on a pu démontrer qu'on pouvait utiliser ce type de test pour décider si le patient devait retourner à la maison, ou bien si on devait le garder à l'hôpital, ou si on devait immédiatement le transférer aux soins intensifs. Ça fonctionnait très bien aussi. Et là, c'est pareil. Quand il s'est agi d'approcher la plupart des hôpitaux suisses et de leur demander, un, s'ils voulaient essayer gratuitement le système, et deux, s'ils voulaient contribuer avec nous à essayer de tester ce système pour obtenir des échantillons sanguins, on a reçu 2 fois des noms catégoriques. On n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire, on doit s'occuper des patients Covid-19, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est grâce à des partenaires européens qu'on a réussi à obtenir des résultats pour pouvoir montrer que ce système fonctionnait. On a développé différents tests dans différentes applications, on continue, hein, c'est vrai que c'est ça qui est aussi intéressant avec ce type de plateforme, c'est que c'est comme un ordinateur, on peut envisager le futur en développant de futurs logiciels avec de futures applications, et potentiellement tout ce qui se fait en termes de tests immunologiques dans un laboratoire d'analyse peut être transposé sur notre plateforme et peut être fait très rapidement, en quelques minutes, à partir d'une goutte de sang, de salive, d'urine ou autre système. Pour revenir un peu maintenant sur la partie plus régulatoire et relation avec l'Europe, j'ai fait juste un petit résumé de notre parcours régulatoire et des challenges qu'on a eu depuis le début de l'entreprise. Donc, l'entreprise a été créée en 2010. Très rapidement, mon cofondateur et moi-même avons senti qu'il fallait que nous puissions être compatibles avec le système qualité, chose qu'on découvrait, on n'était pas du tout des spécialistes du domaine. Et c'est la raison pourquoi en 2012, on a décidé de mettre en place le système ISO 13485, à l'époque la version 2003, qui était nécessaire et qui est nécessaire pour pouvoir avoir le droit de vendre un produit médical, aussi bien en Suisse que dans l'Union européenne et dans d'autres pays à travers le monde. En 2016, notre auditeur, SGS, nous a fait comprendre qu'en fait, le bureau suisse qui s'occupait de nous n'avait pas vraiment le droit de nous octroyer la certification 13485. Donc, on a appris un peu par hasard que, et heureusement pour nous, on était encore en développement et on ne vendait pas encore notre produit, mais on apprend que malheureusement, ils doivent changer l'équipe et puis on doit être recertifié parce qu'ils ont remarqué que finalement, ils n'avaient pas le droit d'octroyer ces certifications. Bon. En 2018, il y a eu des nouvelles normes, enfin une nouvelle mise à jour de ces normes qui est venue, avec les normes 2016. Donc, on a dû repasser encore une certification. On a pu, cette année-là aussi, s'enregistrer auprès de la FDA américaine, qui était soi-disant beaucoup plus simple. En 2019, on a dû passer chez un nouvel auditeur, chez BSI, parce que SGS avait décidé finalement d'arrêter de rester dans ce secteur un peu spécifique qui sont les produits de diagnostic in vitro, mais ça va aussi dans le sens que le nombre d'organes qui ont le droit d'auditer des entreprises comme les nôtres a fondu comme neige au soleil, et puis ça devient très compliqué aujourd'hui d'arriver à trouver un bon notified body et puis d'être sérieusement pris en compte, sachant que vous êtes en concurrence avec des immenses entreprises ainsi que les entreprises européennes pour qui c'est beaucoup plus simple. Maintenant, en 2021, viennent les nouvelles normes IVDR qui vont entrer en force l'année prochaine. Donc là, peut-être que juste pour bien spécifier la chose,
Dans notre domaine, nous ne sommes pas un medical device, on n'est pas dans la même catégorie que les appareils et dispositifs médicaux. Nous, on a encore une catégorie différente qui sont les catégories de produits de diagnostic in vitro. Maintenant, la seule vraie différence, c'est qu'on a à peu près une année de latence par rapport à ces nouvelles normes qui rentrent actuellement, mais on a quand même dû commencer à prendre les choses au sérieux et puis à passer ce nouveau stage IVDR. Et donc, on va soumettre prochainement comment on appelle ça, nos dossiers de préparation pour chaque produit de manière à pouvoir être compatible. Et puis, une chose très importante qui vient aussi se rajouter maintenant, c'est ce concept de représentant européen, hein, donc le EC-Rep, dont M. Delfosse a parlé à de nombreuses reprises, qui est finalement assez compliqué à mettre en place parce que ça sous-entend que soit on doit créer une succursale dans l'Union européenne, où on doit engager quelqu'un pour assurer la représentation de la qualité. Et ces gens-là, évidemment, vous ne les trouvez pas facilement, ils coûtent très cher. Et puis, de nouveau, quand on n'a pas actuellement une succursale, c'est pas très utile de mettre ça en place uniquement pour ceci. Ou alors, vous devez trouver un partenaire dans l'Union européenne qui va être chargé de faire votre représentation. Et ça veut dire que vous devez lui confier votre dossier technique, vous devez lui confier vos secrets d'entreprise. Et vous devez aussi lui confier d'une certaine manière le futur de votre entreprise, parce que si vous décidez, par exemple, de travailler avec un distributeur et de lui octroyer ce rôle et que lui, il accepte de le porter, et que pour une raison X ou Y, vous vous fâchez ou vous décidez de changer, bah, vous avez un sacré problème, parce que non seulement vous auriez éventuellement partagé avec lui des secrets d'entreprise, mais en plus, il tient le couteau par le manche parce que vous avez besoin de lui pour qu'on continue à vendre. Autrement, vous devez transposer ça chez quelqu'un d'autre et ça prend des mois, voire des années. Donc, c'est une situation qui nous met vraiment dans une position de faiblesse et tout ça vient se rajouter en plus de tous les enregistrements nationaux dans chaque pays dans lequel vous voulez vendre. Donc, en gros, là, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais la MedTech en Suisse, c'est quand même à peu près 60 000 emplois. C'est 2,5% du PIB total, c'est 5% des exportations, c'est 1400 entreprises qui sont actives. C'est le troisième, la Suisse est le troisième pays le plus actif en termes de brevets derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, c'est extrêmement important à nos yeux de pouvoir continuer à bénéficier de ce marché-là. Je l'ai dit encore plutôt, pour nous, si on ne pouvait pas vendre dans l'Union européenne, on ne pourrait simplement pas se développer. Donc, la Suisse n'est pas un marché suffisamment important dans notre domaine pour qu'on puisse ne serait-ce qu'espérer avoir un premier succès commercial qui nous amènerait à une forme de rentabilité. C'est juste impossible. Donc en gros, ce qui nous a été présenté les années précédentes, il y a encore moins d'une année, on discutait de ça, c'était de nous dire, bon, bah, écoutez, il y a 3 scénarios qui s'offrent à vous, donc l'industrie du MedTech. C'est soit vous attendez et puis vous voyez bien comment ça tourne et puis on croise les doigts pour qu'il y ait un traité qui soit signé, soit on va jouer la carte du temps puis on va essayer de faire pourrir les choses et de les faire traîner et puis on verra si la situation s'éclaircit, soit on se prépare pour qu'il n'y ait pas d'accord et puis on essaye de considérer le plus tôt possible que la Suisse devient un pays tiers aux yeux de l'Union européenne. Alors, de nouveau, je le répète, comme nous sommes dans la norme IVDR, la norme in vitro diagnostic, et qu'on avait cette chance d'être une année un peu plus tard en termes de deadline que le MDR, on s'est dit, bon, bah, on va quand même rentrer dans une logique d'attendre un peu, de voir comment ça se passe pour les dispositifs médicaux. Et puis, bah, il faut être très clair, le pire scénario est en train de se produire. C'est le scénario où on espérait que notre gouvernement était en train d'œuvrer en cachette pour trouver une solution mystère qui ferait qu'on serait de nouveau très fiers d'avoir pu trouver une solution qui nous mettait sur les meilleurs auspices par rapport à l'Union européenne. Et puis, bah, ce qu'on constate, c'est que non, c'est une douche froide. Et après toute une phase d'incertitude qui est probablement le pire que vous pouvez avoir, bah, c'est une phase de déception où on remarque que les choses sont en train simplement que le pire scénario est en train de se concrétiser. Donc, en gros, nous considérons, en tout cas, et je parle au titre de mon entreprise, mais et de celle de certaines entreprises de notre secteur avec qui j'ai l'occasion de discuter souvent, c'est qu'effectivement, il y a une perception du milieu politique que finalement on chipote un peu et puis bon, on va trouver des solutions, c'est pas si grave, on va assumer un effort dans l'augmentation des coûts et puis on mettra en place les choses qu'il faut.
Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, ne serait-ce que si on prend le simple fait de changer quelque chose en termes de label sur notre boîte, de notre produit, ça sous-entend qu'un nouveau, enfin un notified body, hein, donc un organisme d'audit, doit être impliqué pour valider ce changement. Et comme de nouveau, il y en a très peu qui sont très rares et qu'on ne peut pas les activer facilement, ça nous met de nouveau dans une position très compliquée et très fragile. Ensuite, il y a tout le côté où effectivement un certain nombre de produits ne seront plus exportables dans l'Union européenne. Et on sait, il y a un certain nombre de fabricants qui ont clairement dit, nous, on ne mettra pas en place l'effort nécessaire pour que ces produits soient exportés dans l'Union européenne parce que c'est trop cher par rapport aux marges qu'on va pouvoir en tirer. Donc, ce sont des produits qui vont simplement disparaître. Et puis, de la même manière, il y a un certain nombre de produits qui ne vont plus arriver chez nous, qui ne vont plus être importés pour les raisons qu'a très bien expliqué M. Delfosse plus tôt. Mais c'est clair que si on se met dans la peau d'un fabricant étranger, l'effort qu'il faut pour couvrir le marché suisse est simplement plus raisonnable, à part si on a couvert à peu près tous les autres marchés qui restaient. Donc ça nous met de nouveau dans une position où on va appauvrir notre choix de produits médicaux à disposition en Suisse. Ce qui est aussi assez gênant, et là, moi, ça fait 10 ans que j'essaie d'œuvrer pour promouvoir la place de l'innovation en Suisse, c'est de constater qu'on est simplement, aujourd'hui, on ne peut plus dire que la Suisse mérite d'être numéro 1 d'innovation dans le monde. C'est plus possible. Ça devient presque de la malhonnêteté que de le soulever. Et si vous avez encore une détérioration de ces conditions de travail, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple de s'impliquer directement dans un pays en Europe, vous allez avoir un certain nombre d'entrepreneurs qui vont définitivement choisir des pays européens ou américains ou ailleurs pour pouvoir créer leur start-up. Et la Suisse ne deviendra pas ou ne continuera pas à rester une place d'innovation intéressante. Ça, pour nous, c'est absolument certain. Ça ne veut pas dire qu'on sera les premiers à partir, j'espère pas, et on a vraiment tout fait pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que nous mettre autant de bâtons dans les roues, c'est pas mettre toutes les chances de notre côté, d'avoir un maximum d'entreprises comme les nôtres qui puissent rester et puis créer un vrai écosystème qui soit favorable à l'innovation. Donc, voilà, je vais finir avec ce dernier slide. Il y a un certain nombre de conséquences concrètes qui vont se produire dans le cas où cet accord n'est pas renouvelé. Et c'est à peu près sûr que c'est ce qui va arriver aujourd'hui. Et c'est vrai que ces conséquences deviennent maintenant assez lourdes à porter. Et c'est un peu une double pénalité parce que c'est vraiment de la Suisse vers l'Union européenne et de l'Union européenne vers la Suisse. Et si je résume, c'est vraiment un risque majeur pour les fabricants suisses de ne plus pouvoir certifier leurs produits dans les 3 ans. C'est un risque majeur de réduction de la disponibilité des produits médicaux pour nos institutions de santé dont on bénéficie tous. C'est des coûts supplémentaires pour les fabricants suisses et leur capacité concurrentielle qui vont forcément se répercuter aussi et qui vont amener une augmentation des coûts de la santé à très brève échéance. Donc, et finalement, c'est l'exode de l'innovation dans le domaine avec des délocalisations qui sont assez probables. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas prendre ce rôle un peu alarmiste et un peu négatif par rapport à une place que j'adore, mais c'est vrai que la manière dont tournent les choses aujourd'hui est vraiment désolante. Et puis je pense qu'il y aura quand même besoin à un moment donné qu'un certain nombre de nos politiciens rendent des comptes parce que c'est un peu facile, j'ai l'impression, de prendre le système des medtech en otage comme ça a été le cas ces dernières années et puis de voir si finalement on n'arrive pas à trouver des solutions et puis à serrer les dents pour que le reste puisse passer. Voilà, je vous remercie et puis je me réjouis des questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir virtuellement dans Zoom nos 2 orateurs déjà pour les 2 excellentes présentations. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous passons maintenant à la deuxième partie de la soirée, donc, qui est cette discussion, pas forcément débat, mais discussion-question, on va dire plutôt du coup. Voilà, j'ai préparé quelques questions peut-être pour commencer, puis je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc on va aussi les prendre peut-être. Donc merci et n'hésitez pas à continuer à poster aussi des questions dans la fonction discussion justement dans Zoom. Donc peut-être une première question du coup, effectivement les mots étaient assez alarmistes à la fin dans ce que vous avez dit, Monsieur Durand, sur les perspectives. Monsieur Delfosse, comment est-ce que, peut-être en résumé, par rapport aux dernières tendances que vous avez vues et puis
Est-ce que le SECO a aussi, est-ce que vous avez encore discuté avec le SECO la semaine prochaine, est-ce que le constat est alarmiste dans le court terme, dans le moyen terme, ou aussi dans le long terme? Et comment vous voyez un peu l'évolution sur ce dossier, du coup? Et moi, je pensais, bon, naturellement, c'est à court terme, nous, on le voit déjà, on dit, mais non, on peut pas le faire. Donc ça, c'est vraiment, ce serait trop dommage. Mais en effet, pour les patients, pour justement les gens en Suisse, la population suisse, on va remarquer ça peut-être moitié de l'année prochaine, peut-être 2024. Donc, c'est pas quelque chose qui se produit d'un jour à l'autre pour justement la population suisse, non, parce que on aura cette période de transition pour l'importation et ainsi de suite. Et naturellement, si les gens, les sociétés disent on va maintenant utiliser plutôt un pays européen pour faire notre business que la Suisse, ça va prendre des mois et des mois et des années avant d'effectivement partir de la Suisse. Donc ça, c'est des choses qui ne se passent pas tout de suite, mais une fois que ça se passe, c'est pas révisible parce qu'une fois qu'on est parti, on est incrusté dans un autre pays. Mais il faut vraiment avoir, je veux dire, une raison, une grande raison pour revenir en Suisse. Donc, on a vraiment, vraiment peur pour la location suisse comme perte d'attractivité ici. Merci beaucoup. Et puis justement, peut-être pour aussi un petit peu faire le lien avec ce que disait notre président, justement, Axel Marion, au début, sur la recherche et puis l'accès à des compétences, je dirais, de l'Union européenne aussi. Peut-être Nicolas Durand, est-ce que vous avez vu avec l'évolution récente que c'est devenu plus compliqué, peut-être, à cause de Erasmus et puis Horizon 2020 qui ne sont plus maintenant au niveau suisse supportés ou soutenus? Est-ce que ça vous complique justement la recherche et de trouver des talents en fait pour votre entreprise, par exemple? Évidemment, et c'est vrai que nous, quand on crée une entreprise de start-up high-tech, on ne va pas essayer, on va dire, de s'embarrasser de ce type de problème. Donc, on est toujours orienté côté solution. Et puis, je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle est assez rigolote, mais on est obligé en Suisse, et à juste titre, de chercher d'abord des collaborateurs qui sont locaux, qui sont également indigènes, avant de commencer à déplacer des gens et puis à chercher dans le bassin de personnes européennes. Et puis, si vous avez des pays qui sont tiers, donc par exemple, si vous avez des gens qui viennent des États-Unis, bah, ça devient extrêmement compliqué parce que vous devez justifier qu'ils ont un background suffisamment spécifique et unique pour que vous ne trouviez pas un correspondant on va dire dans le bassin plus proche. Donc, c'est ce qui nous est arrivé il y a quelques années en arrière avec une étudiante à l'EPFL américaine, quelqu'un de formidable qui avait une spécialisation en biostatistique qui était exactement celle dont on avait besoin pour un travail de stage de 2-3 mois. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on a demandé à nos autorités si on pouvait l'engager comme stagiaire. La réponse a été non. Vous devez trouver soit quelqu'un en Suisse, soit quelqu'un en Europe qui peut faire la même chose, mais on part du principe que vous arrivez à trouver ce type de profil au sein de ce bassin de population. Évidemment, quand vous parlez d'un projet de 3 mois d'un étudiant, vous n'allez pas commencer à chercher quelqu'un dans ce court terme-là. Donc, il existe des manières d'éviter le problème et de le contourner. Et en l'occurrence, c'est un site web américain qui a employé cette personne de manière à ce qu'elle puisse travailler pour nous. Et puis, au lieu de payer les charges sociales directement à la personne et à moitié au système suisse, eh ben, on a versé ça sous forme de taxes à une boîte américaine. Mais c'est la seule conséquence que ce type de réaction provoque. Donc oui, les barrières que ces accords qui tombent viennent poser sont un problème pour nous, mais les entrepreneurs, par essence, vont trouver des solutions et vont essayer de se débrouiller pour contourner ces problèmes. Excellent, merci beaucoup. Oui. Ok. Je vois qu'on a aussi quelques questions dans le chat. Je vais peut-être prendre un petit peu dans l'ordre. Je vois qu'il y a une première question, peut-être plutôt pour M. Delfos, je pense. Est-ce qu'on connaît le nombre de sociétés étrangères qui ont fait les démarches pour prendre un représentant réglementaire en Suisse, donc un peu l'inverse, celles qui veulent plutôt exporter d'Europe pour venir en Suisse? Est-ce qu'on a des indications un petit peu là-dessus? Oui, non, pas encore, parce qu'eux, ils n'étaient même pas informés. Donc, c'est nos importateurs qui ont dû informer d'abord les fabricants à l'étranger. Et bien, la moitié a dit « Ah non, mais vous êtes fous », et l'autre moitié n'a pas cru. Hein. Donc, on a dû écrire un one-pager
pour que les importateurs puissent informer d'une manière officielle leurs fabricants qu'effectivement, non, les Suisses s'en foutent, on le veut comme ça. Et ce qu'on a calculé, on a dit, ben, on veut à peu près 100 à 200 importateurs ou consultants qui deviennent des mandataires suisses. Et on a fait un contrat, ce contrat a été demandé 200 fois. Donc voilà, effectivement, on pense avoir justement les 200 sociétés en Suisse intéressées qui peuvent chacun faire une vingtaine de mandats. Donc on aura la moitié des sociétés couvertes, mais c'est que la moitié. Ouais, d'accord. Excellent, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai peut-être une question aux deux, un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quand même un enjeu vraiment important. On a vu les chiffres dans le chat, justement, que vous avez posté, et aussi que vous avez dit, donc 2,5% du PIB, quand même une grande partie de l'excédent commercial suisse aussi, qui est quand même aussi via l'exportation de dispositifs médicaux. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler, à votre avis, justement, dans la presse de ce sujet? Et puis, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui confondent aussi la pharma avec la medtech, ce qui est aussi une erreur, bien sûr, parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Peut-être d'abord M. Delfosse et puis ensuite M. Durand aussi. Tout d'abord, il faut dire qu'on n'est pas aussi bien organisé que le pharma. Ça, c'est sûr et certain. Le Swiss Medtech existe depuis 4 ans. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, cette association. Et on n'est pas aussi fameux que Interpharma ou les autres, qu'on connaît bien. Donc, et aussi, ben, c'est la deuxième chose, c'est on ne voulait pas faire peur à la population suisse. Donc, on a d'abord essayé avec justement les fonctionnaires au niveau technique de trouver des solutions, soit pour l'exportation, soit pour l'importation. Maintenant, on a trouvé des solutions qui ne nous plaisent pas autant qu'on avait au début espéré. Et donc, maintenant, on commence à faire un petit peu plus de bruit. Et en effet, ben, chez vous, en Suisse romande, il y a surtout la GFI qui a fait pas mal de publicité déjà, où j'ai donné plusieurs interviews, et aussi la télévision suisse romande, où j'ai parlé justement lundi dernier, dans le 19h30. Donc, on commence maintenant à faire du bruit, parce que maintenant, on voit que les solutions techniques qu'on a trouvées ne correspondent pas à ce qu'on s'est attendu. Oui, moi, si je peux compléter la réponse, c'est vrai que je pense aussi que la plupart des gens ne sont pas vraiment séduits par ce type de débat qui reste extrêmement technique. Hein. C'est très difficile, on l'a vu avec les deux présentations. Les mots viennent en anglais, il y a beaucoup d'abréviations, il y a beaucoup de choses compliquées qui sont impliquées les unes dans les autres, et c'est très compliqué d'arriver avec un message simple à faire comprendre la problématique aux gens. Et c'est vrai qu'on passe aussi assez facilement pour une industrie pleurnicharde, qui vient finalement dire bon, mais on ne comprend pas pourquoi on va devoir fabriquer le produit plus cher et ce sera plus compliqué de les vendre. Donc, à quelque part, ça explique aussi pourquoi il y a eu peu de communication qui a été faite. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a beaucoup de sollicitations qui ont été faites aussi en direct avec des politiciens, notamment, pour prendre un exemple local, Madame de Quattro a fait un excellent travail aussi de synthèse et de sollicitation auprès et des parlementaires et du Conseil fédéral. Il y a eu plusieurs autres politiciens parlementaires qui ont été interpellés aussi et qui ont plus ou moins réagi à la problématique. Et je dirais, et ça c'est peut-être un peu une excuse, mais c'est vrai aussi que la plupart des entrepreneurs restent concentrés sur leur business et essaient de trouver des solutions à leurs problèmes. Essayer de changer les choses en Suisse et faire prendre conscience aux gens de la problématique est très compliqué sur ce sujet-là. Est-ce que je peux intervenir sur cette question? Alors, tout d'abord, bonsoir, Monsieur Durand. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus, mais nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Et puis, bonsoir, Monsieur Delfosse, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que j'ai été pendant 6 ans le directeur général de Eucomed à Bruxelles. Donc, j'ai vécu le début de cette reconnaissance mutuelle. Alors maintenant, les commentaires, je pense que ça a été abordé, mais les politiciens ne réagissent pas à ce qui est technique. Les politiciens réagissent à ce qui est émotionnel, et je pense que les questions d'emploi sont extrêmement importantes. Et nous avons vu il y a 2 semaines ou 3 semaines que Johnson & Johnson a biffé 300 emplois dans le canton de Neuchâtel. Je ne sais pas si c'était dans le domaine medical device ou dans le domaine
Oui. Voilà, medical device, OK. Donc, ça confirme ce que je pense, à savoir que les entreprises commencent à réfléchir sur la nécessité de maintenir les emplois en Suisse. Et je pense que c'est le genre d'argument qui peut sensibiliser les politiciens. Deuxième point, je crois que c'est Nicolas Durand qui a fait allusion au programme Horizon. Et ça, j'ai trouvé très pertinent en définitive. Car je me rappelle, quand j'étais le responsable de Comet, j'ai posé la question aux entreprises américaines, mais dans le fond, pourquoi êtes-vous en Suisse? Et ils disaient, c'est la proximité de l'EPFL, très souvent. Ce n'était pas du tout les questions liées aux taxations, etc. C'était la proximité de l'EPFL et l'excellence des scientifiques qu'il y avait à l'EPFL. Or, si on regarde ce qui risque de se passer maintenant, si la Suisse ne fait plus partie des programmes Horizon, ce qui va se passer, c'est que l'EPFL et la EPFZ d'ailleurs aussi, elles vont passer dans la Ligue nationale B des universités européennes. Et en passant en Ligue nationale B, il est clair que les plus grands, les meilleurs scientifiques ne vont pas vouloir rester. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle il faut absolument se battre, et ça, c'est pour que le Conseil fédéral finisse par signer ce contrat. Maintenant, une troisième remarque, justement, sur MedTech et Pharma, ça, c'est toujours la même chose. Les gens ne comprennent pas la différence entre MedTech et Pharma. Vous l'avez dit, M. Durand et Delphos. Et les politiciens en particulier, ils ont beaucoup de peine. Et même, on voit en Suisse que les politiciens confondent toujours la chimie et la pharma. À Bâle, c'est la chimie, et puis la chimie inclut la pharma. Donc, en fait, Bâle, c'est essentiellement de la pharma maintenant. Et quand vous mentionnez pharma aux politiciens en Suisse, ils pensent à Roche et Novartis, et ils oublient complètement le fait, ils ignorent en fait, je ne dis pas qu'ils soient de mauvaise foi, mais ils ignorent le fait que le MedTech, ce ne sont pas des grandes multinationales. Le MedTech, la majorité, 80%, ce sont des SMEs. Et ces SMEs ne sont pas équipés pour faire du lobbying, comme M. Delphos l'a souligné. Donc, en résumé, il faut mettre en exergue les emplois. Il faut mettre en exergue le fait que le pharma, que le MedTech, ce n'est pas du pharma, et puis mettre en exergue l'importance du programme de recherche Horizon si on veut sauver la MedTech en Suisse. Merci. Merci beaucoup pour cette prise de parole très intéressante. Et je pense qu'il va vraiment dans le cœur du sujet aussi ce soir. Merci. Très bien. Je vois encore dans les autres questions qu'il y a une question sur justement un directeur du site sympto.org qui a diffusé sur Internet un logiciel didacticiel pour la contraception naturelle. Puis quelle est la situation étant donné que nous diffusons ce produit dans le monde entier? Je ne sais pas si vous voulez peut-être prendre la parole par rapport à ça, M. Delphos. Excusez-moi, je n'ai pas saisi la question, encore une fois, peut-être. Oui, c'était une question sur un logiciel qui a été apparemment reconnu comme un dispositif médical. Et puis, est-ce que c'est affecté du coup aussi par un logiciel aussi par ça, en fait, ouais. Absolument, c'est la même chose, oui. Parce D'accord. qu'avant, les logiciels médicaux, effectivement, étaient classe 1. Maintenant, ça passe pratiquement tout à classe 2. Donc, on a besoin, pas seulement de le certifier, mais de se faire certifier par un Notified Body. Et une fois qu'on passe ça, on devient un produit MDR et là, on est tout de suite état tiers pour l'Europe. Ouais. D'accord, excellent. Et puis peut-être une question, parce qu'on entend beaucoup aussi au Parlement et puis aussi dans la presse, il y a eu pas mal de comparaisons au moment du Brexit, notamment sur si jamais la Suisse, justement l'accord cadre ne se concrétisait pas et que la voie bilatérale s'étiolait et puis s'érodait de plus en plus, si au final, l'accord de libre-échange qu'on avait signé dans les années 70 pourrait être suffisant pour la Suisse.
Est-ce que, M. Durand et M. Delfos, de vos deux points de vue, est-ce que vous pensez que ce type d'accord de libre-échange serait suffisant, vu les échanges quand même assez intenses entre les deux entités, justement, en question, la Suisse et l'Union européenne? Peut-être si vous voulez commencer, M. Delfos. Certainement pas, non, ce ne sera pas suffisant. Et on a déjà maintenant, les Britanniques qui ont maintenant des problèmes à cause justement des produits qui commencent déjà à manquer maintenant. Hein. Aussi des produits qui viennent de la Suisse qui ne seront plus exportés en Angleterre parce qu'on dit non, ça ne vaut plus la peine. Et ce sera encore pire pour la Suisse, je suis sûr. Donc non, on a vraiment besoin de rester dans l'Europe et sinon, on devient quelque chose de complètement différent. On a aussi demandé déjà, les politiciens, on a fait des motions parlementaires pour dire si, non, on n'a pas dit si, on a juste dit, mais nous sommes Suisses et nous ne sommes pas en Europe, donc on peut avoir un système réglementaire qui est différent. Donc on a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas les produits marqués CE et aussi les produits FTA, par exemple? Et ça, c'était justement, il y a 2 semaines, c'était dans le Parlement et c'était pas voté oui, c'était pas voté non. Donc voilà, ils veulent avoir un rapport en plus. Donc on va reprendre ça cet été. Mais en effet, on perd rien du tout en Suisse si on dit, mais on n'accepte pas seulement les marquages CE, on accepte les marquages FTA ou les marquages UKCA, par exemple. Ça, on ne perd rien du tout, mais ça donnerait un peu plus de travail aux autorités suisses. Donc, voilà. Mais je trouverais ça, ce serait une bonne chose. Mais non, on ne veut pas retomber en arrière. Non, on ne veut pas. Excellent, merci beaucoup. Et puis, de votre côté, M. Durand, comment vous voyez cette thématique, justement, par rapport à une entreprise innovante, justement, a priori, qui est enfin, où la régulation, c'est quand même plutôt une contrainte, a priori. Donc, comment vous voyez ça un petit peu? Oui, c'était une contrainte, mais jusqu'à présent, aux yeux du système régulatoire médical, on faisait partie de l'Europe. Donc, dès le moment où on avait notre dispositif qui était accepté en Suisse et qui remplissait les règles pour obtenir un marquage CE, vous aviez un marché avec 600 millions de personnes qui étaient potentiellement des futurs utilisateurs. Dès le moment où vous limitez et vous passez de 600 millions à 8 millions, l'intérêt, c'est plus tout à fait le même. Et à ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à regarder pour vous enregistrer d'abord aux États-Unis, parce que là-bas, vous avez 300 millions de personnes. Et de nouveau, vous n'avez pas un patchwork d'enregistrements nationaux comme c'est le cas en Europe, mais vous avez un seul système qui est certes aujourd'hui plus compliqué à obtenir, mais une fois que vous l'avez, c'est un marché qui vous garantit le succès. Donc, à un moment donné, de nouveau, si on prend cette voie de devenir un pays tiers par rapport à l'Union européenne, eh bien, probablement, les gens vont passer beaucoup moins de temps à essayer de remplir toutes les règles. Parce que, de nouveau, quand vous êtes dans une entreprise innovante, vous allez d'abord essayer d'aller là où c'est le plus simple pour aller chercher un succès et ensuite le répliquer de manière là où c'est de plus en plus compliqué. Tout à fait, merci beaucoup. Ouais. Très intéressant. Et puis, je vois aussi, il y a eu des questions un peu dans le chat, justement, sur le fait que la branche de la pharmaceutique utilise beaucoup de dispositifs médicaux, justement, comme récipients ou comme outils de dosage, etc., qui sont plutôt de la medtech, du coup. Est-ce que cette branche est, du coup, aussi impactée? Et est-ce que vous avez pu aussi chiffrer cet impact et aussi aller vers les fêtières de la pharmaceutique ou les entreprises, du coup, peut-être pour les marchés, pour avoir une approche commune par rapport à ce sujet qui vous touche, du coup, en commun, en l'occurrence? Ben, ils sont touchés à 100% parce que effectivement, c'est des combination products. En effet, contiennent une partie qui est un dispositif médical. Donc voilà, ça doit répondre aux besoins justement du RDM. Donc voilà, c'est à 100% touché par ça. Et on a, je pense, la semaine prochaine, ou vers le 10 mai, on aura justement un webinaire qui touche justement ce point-là. Et on fait beaucoup de webinaires, en effet, on fait chaque semaine un webinaire. Normalement, c'est entre midi et 1h, donc ça s'appelle MDR at Noon. Et ben là, on touche à tous ces sujets-là. Si jamais vous voulez assister, ben, regardez sur notre site web, swiss-medtech.ch, et vous trouverez. Effectivement, non, c'est touché. Ouais. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question à M. Delfos? En vous écoutant, et moi j'ai pensé à ça aussi en rapport avec la vaccination Covid,
avec les seringues de B. Brown et puis la substance active de Moderna à Liège. Est-ce que vous pourriez éventuellement faire un papier qui soit réaliste pour démontrer aux politiciens comment ça se serait passé si on avait été considéré comme un pays tiers? Est-ce qu'à ce moment-là, Moderna aurait pu faire fabriquer le vaccin à Liège, ou est-ce qu'il y aurait eu des problèmes de coûts insurmontables ou autres? Mais on a fait justement cette construction, je veux dire, dans le cerveau. On s'est dit, mais si le Covid était arrivé une année plus tard. Oui, voilà. Voilà, et on était justement maintenant dans cette période-là d'incertitude où plus rien est sûr et certain comment ça se passe réglementairement. Non, on aurait vraiment eu un problème bien plus grand que ce qu'on avait eu avant. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, effectivement, si quelqu'un est un bon écrivain, là, on pourrait écrire un petit roman hein, là-dessus. Non, mais écoutez, si vous écrivez quelque chose, moi, je veux bien le lire parce que ça m'intéresse. Oui, mais effectivement, on sait que si ce Covid était survenu à ce moment-là où on est actuellement, effectivement, je ne sais pas ce qui serait passé. Ouais. Je ne sais pas ce qui serait passé. Ouais. Oui, très intéressant. C'est quelque chose de grave. Ouais. Très intéressant et ça souligne encore une fois justement toute l'importance du sujet qu'on traite ce soir. Je vois qu'il y a encore une question dans le chat, une question assez spécifique, je pense adressée à M. Durand sur la certification ISO 13485, j'espère que je ne me suis pas trompé, par SGS, Suisse et UK. Donc, un peu quelle était la raison ou le contexte de cette certification, comme j'ai compris la question en tout cas. Oui, merci. Bah, écoutez, c'est très simple. Quand on a démarré on va dire ce travail de certification qu'on a obtenu en 2012, c'est clair qu'on voulait travailler avec un Notified Body local parce qu'on avait envie d'avoir cette proximité. Il y avait quelques Notified Body, je ne vais pas vous les lister tous, mais voilà, il y avait SGS, il y avait SQS, il y en avait d'autres, il y avait TÜV, enfin voilà. Mais on en a pris un parce qu'il était compétent et puis parce qu'il nous octroyait le certificat dont on avait besoin et qui nous a accompagnés quelques années. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir pourquoi on a pris celui-là à cette époque, c'est de voir le nombre de ces Notified Body qui ont complètement changé et qui ont diminué avec le temps. Et c'est inquiétant parce qu'on en a de plus en plus besoin. Les recommandations sont de plus en plus hautes et puis en même temps, on a de moins en moins d'outils et d'interlocuteurs pour arriver à obtenir ces certifications. Oui. Des croissants pour atteindre l'objectif. On avait 60 Notified Body il y a 6 ans. Il y a 3 ans, il y avait 51 qui ont demandé de devenir ou justement être désignés sous RDM. Et actuellement, on a 20 qui sont désignés. Donc, de 60, on est passé à 20. Et ça, avec une année plus de temps que prévu, parce qu'effectivement, RDM aurait dû être déjà en vigueur il y a un an. Donc, on n'était pas prêt. Le système européen n'était pas prêt, ça il faut dire très clairement. Et je crains aussi que le système pour le IVDR ne serait pas prêt. On voit déjà maintenant, c'est pratiquement impossible. Okay. J'ai peut-être encore une question de mon côté aussi, peut-être plutôt à l'attention de M. Delfos, en l'occurrence, sur un peu le lobbying politique, parce que c'est un peu une question de lobbying, bien sûr. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vos interlocuteurs, c'est plutôt le SECO, donc disons le gouvernement, ou aussi le Parlement? Est-ce qu'il y a des portes d'entrée via les cantons qui sont très producteurs, par exemple, de ce genre de système? Comment est-ce que vous procédez? Et puis, est-ce que vous sentez que ça a vraiment un impact aussi sur la réflexion, ou est-ce que finalement, vous parlez un peu dans le désert et puis malheureusement, il n'y a pas tellement d'effet sur ce que vous faites au final, je dirais, malgré vos efforts actuellement? Bon, aussi, il faut voir, on est 8 personnes dans notre association et on n'a pas encore un Public Affairs Manager. On vient juste d'employer une personne qui va commencer le 1er août, un peu tard pour ça. Mais en effet, ce qu'on a fait, on a beaucoup travaillé, collaboré avec les autorités. C'est le SECO, c'est le Swissmedic et c'est aussi le BAG. Ouais, je pense qu'en français, ça s'appelle différemment, vous le comprenez. OFST. Ouais.
Et là, c'était vraiment des discussions techniques pour effectivement leur dire, mais si vous faites la loi ou l'ordonnance d'une telle manière, c'est ce qui va se passer. Donc, on était un petit peu comme consultant pour eux. Mais le lobbying, on a fait très peu parce qu'on avait pensé, jusqu'il y a 4 mois à peu près, on avait pensé qu'ils vont trouver une solution. Ils ne vont pas nous laisser tomber comme ça. Et on est vraiment maintenant, on est encore choqués de voir que les politiciens n'ont rien à cirer avec des dispositifs médicaux parce que l'enjeu, c'est beaucoup plus grand que le MedTech. Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir ou de vivre maintenant, malheureusement. Peut-être on était un petit peu naïf, ça, il faut absolument l'admettre, mais on a essayé de faire du bien et on aurait peut-être dû faire beaucoup plus de bruit déjà il y a 1 an, mais là, on n'avait pas encore les données comme on les a maintenant. Mais le problème, c'est aussi, on me demande, mais quels produits vont manquer? Je dis, mais 6 mois après l'ordonnance est en vigueur, je peux vous dire, mais c'est déjà beaucoup trop tard. Donc, c'est assez difficile de prévenir un peu, prévoir l'avenir et pas seulement pour soi-même, mais aussi pour convaincre des politiciens avec des données que je n'ai pas. C'est pas trop facile. Oui, tout à fait. Et peut-être la question, disons, un petit peu finale, peut-être, ce serait, si pour finir sur une note plus positive, si aujourd'hui vous pouvez dire une chose, un message, en fait, au Conseil fédéral et au Parlement, enfin, plutôt au Conseil fédéral, on va dire, lequel serait-ce pour vous, en commençant par M. Durand, justement? Écoutez, le premier mot que j'aurais envie de dire, c'est déjà quand on leur pose une question de nous répondre, parce que pour ce qui nous concerne, quand on a sollicité M. Berset il y a un peu plus d'une année maintenant pour développer un test Covid-19, on n'a jamais eu de réponse, ni de lui, ni de l'un des membres de l'EFSP. Donc, je suis heureux de savoir qu'au moins M. Delfosse arrive à communiquer avec eux, parce que nous, ce n'est pas notre cas. Maintenant, ceci étant dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie déconnexion par rapport à la réalité. Et puis, il serait peut-être temps d'écouter pas seulement Roche et des grandes entreprises, mais aussi des petits acteurs qui vivent la chose au quotidien. Nous, on a des réponses des M. Parmelin, Berset, Grassi, mais les réponses étaient toujours les mêmes. C'était probablement écrit par la même personne. C'est « on va revenir vers vous dans 2 mois ». 2 mois plus tard, on va revenir vers vous dans 2 mois. Donc voilà, on n'a pas une réponse claire et ils étaient toujours en train de voir dans l'avenir, on viendra vers vous, mais on sait maintenant ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, ils n'ont même pas discuté de ça et maintenant c'est pratiquement trop tard. On ne peut pas ne rien faire et se dire si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Non, si vous faites rien, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, surtout en négatif. Je ne suis pas sûr si je peux peut-être donner le dernier mot à Axel Marion, qui avait l'impression de vouloir dire quelque chose d'important aussi. Merci. D'important, je ne sais pas. J'aimerais, sans anticiper sur la conclusion de Guillaume, déjà vous remercier pour vos interventions vraiment très complémentaires, hein, la vision plus panoramique et puis vraiment cette entrée dans la réalité, disons, concrète d'une de nos medtech locales, vaudoises. Peut-être juste vous donner un éclairage. Donc, je vous ai dit en introduction, je travaille dans le domaine des hautes écoles. J'ai travaillé pour la fêtière nationale des hautes écoles qui s'appelle Swiss Universities. Ce que je peux vous dire, et je ne crois pas, je peux le dire sans trahir mon ancien employeur, les hautes écoles suisses, disons, puisqu'on considère qu'une université cantonale est une haute école, en gros, on existe depuis 500 ans. Alors, j'aimerais rassurer M. Delfosse qui existe depuis 4 ans, si j'ose dire. On n'a pas fait beaucoup mieux hein, dans cette affaire en termes de lobbying. On a beau peser des dizaines de milliers, donc disons des centaines de milliers d'étudiants, plus d'une centaine de milliers en tout cas, des dizaines de milliers de collaborateurs, enseignants, chercheurs, mais aussi personnel administratif et technique. Bref, on crée de la plus-value avec des subventions étatiques, mais aussi avec énormément de recherche de fonds externes, hein, en particulier les PFL, les grandes universités de recherche, mais aussi les HES, aussi d'autres acteurs, disons, peut-être on perçoit moins sur ce champ. Il y a énormément de financement de tiers. Donc nous sommes un gros acteur, en gros, économique et de l'emploi. Au fond, l'audience qu'on a eue est la même. Et les réponses qu'on a eues, sur le dossier Horizon notamment, étaient de dire « Ne vous inquiétez pas, on va réussir à négocier un truc en parallèle. Ouais, les Européens font du bluff, vous inquiétez pas, on a des très bons contacts avec eux, ça va marcher. » Et quand Madame
Hirayama, donc la secrétaire d'État en charge de la formation, de la recherche et de l'innovation, s'est fait claquer la porte à Bruxelles en janvier, hein, ce qui était un des premiers grands avertissements de ce qui allait se passer. Au fond, j'ai envie de dire, moi, je pense pouvoir dire que je n'ai pas été vraiment surpris. Je pense que CEFRI a été sans doute le plus surpris, si tant est qu'ils ont cru à leur propre fable. Et c'est ça que moi je trouve terrible, c'est qu'au fond, on est rentré dans un jeu, c'est un on collectif, hein, où on a voulu croire que les choses se passaient, on a voulu croire, comme l'a très bien dit Nicolas, qu'il y avait des négociations en coulisses. Moi, je connais assez bien le système politique suisse et j'étais convaincu qu'entre les Pierre-Yves Maillard, les Keller-Souter, les Cassis, il y avait des négociations, qu'on allait nous sortir un truc dont la politique suisse a le secret, c'est-à-dire on dit oui à l'accord européen, mais en même temps on a un accord national entre les syndicats, le patronat, on bétonne un truc, on offre un salaire minimal, etc., etc. Et manifestement, à moins vraiment qu'ils nous jouent alors le suspense le plus total, et vraiment, comme j'ai dit dans un autre cadre, le dernier rebondissement dans le générique de fin, on a l'impression que le dernier rebondissement n'aura pas lieu, et que le film aura juste été un mauvais film sans intrigue, ou avec une intrigue qui était malheureusement lisible depuis le début. C'est peut-être du génie, hein, en fait, mais que l'intrigue était lisible depuis le début, et qu'au fond, il suffisait de la lire. C'est-à-dire que la Suisse n'avait pas de projet, pas d'ambition, et surtout pas de courage politique. Et c'est vraiment ça qui est navrant. Moi, ce que je retiens aussi, c'est ce qu'a dit Nicolas à un moment donné, Nicolas Durand, c'est, au fond, on aimerait rester le plus longtemps possible, ici, en Suisse, dans le canton de Vaud, à Lausanne. Mais bon, à un moment donné, notre business, c'est notre business, et c'est pas un business pour le business, c'est sauver des vies, hein, c'est lutter contre le sepsis, et si on y arrive mieux en externalisant, en s'externalisant soi-même, on le fera, mais ça va faire des pertes d'emplois, ça va faire une perte d'attrait. Et on l'a dit, le PFL nourrit les startups, mais les startups nourrissent le PFL aussi, c'est-à-dire que c'est un environnement, et même si le PFL restait connecté, si ce microcosme dépérit, la Health Valley lémanique, mais comme celle aussi à Zurich ou à Bâle, vont dépérir ensemble. Et je suis vraiment consterné de constater que le monde politique suisse, alors il y a des exceptions, une de Quattro, un Roger Nordman, il y a des personnalités qui s'engagent dans tous les bords politiques, un peu moins peut-être à l'UDC, admettons, mais disons, sinon dans tous les bords politiques, on a des politiciens qui s'engagent, mais il y a un plafond de verre qui fait qu'on n'arrive pas à avoir cette audience. Et j'ai envie de dire, et je ne veux pas tirer contre mon propre camp, mais j'ai envie de dire que le NOMES, avec son idée iconoclaste d'adhésion à l'Union européenne, ne soit pas entendu, passe encore. Je veux dire, on peut accepter d'être les fous du roi. Avec des secteurs économiques, économie suisse, les hautes écoles, dans leur globalité, ne soient pas entendus, je trouve ça très, très inquiétant. Au motif qu'on n'oserait pas aller expliquer la vérité aux Suisses. Et puis, je terminerai par une dernière considération, et je ne suis pas le seul à le dire. François Chérix, notre ancien président national du NOMES, a écrit tout un essai qui est récemment sorti sur le sujet. Le problème, c'est qu'on a aussi perdu le combat symbolique avec les anti-européens, c'est-à-dire qu'au fond, on a réussi à faire du lien avec l'Union européenne une simple question de business, où effectivement, le compte, c'est qu'on n'écoute même plus les businessmen dans cette affaire, mais on croit qu'on peut faire du business autrement. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on a perdu la notion de lien avec le continent. On a cassé ça. On a cassé chez les Suisses l'idée de se dire qu'on faisait partie, Union européenne ou pas, mais qu'on faisait partie de ça et qu'on avait des partenaires. Et que ces partenaires étaient importants pour des raisons économiques, mais aussi simplement pour des raisons morales, éthiques, politiques, sociétales, voilà, pour toutes ces raisons-là. Merci. La seule chose que je peux ajouter ici, on doit dire à toute la population suisse qu'on a besoin d'un contrat avec son partenaire le plus grand. C'est que ça. Ouais. Si c'est l'accord cadre ou quoi, on a besoin d'un contrat et maintenant, trouver ce contrat qui vous convient. Mais on ne peut pas être sans contrat. Et ça, c'est, je pense, la moitié de la population suisse maintenant pense qu'on n'a pas besoin d'un contrat. Non, ça, c'est pas vrai du tout. Ouais. Ça, c'est le message. Je m'arrête. Merci beaucoup, Axel et M. Delfosse encore pour ces mots de la fin. Et ce beau message, justement, il faut qu'on trouve une manière de régler nos relations de manière durable et satisfaisante avec nos plus grands voisins. Et puis, ça passe par cet accord clé qui est l'accord cadre, justement, actuellement. Je voyais encore une question de Michel Vicky, enfin une main levée, en tout cas, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est un... Non, ce n'est pas une question, c'est plutôt une réaction. Moi, je suis effaré, puis je suis consterné. Et j'avais envie de ne pas le dire, mais non, mais arrêtez.
j'entends des discours défaitistes, j'entends des constats, j'entends des états de fait, tout est perdu, on n'a rien à faire. Mais bon sang, il faut réagir et il faut que ces informations et cet état de fait, on est dans un état de fait là, on n'est plus dans des suppositions. C'est trop tard. Nous sommes déjà trop tard et finalement, c'est des choses qui peuvent se mesurer. Je crois que M. Wagner l'a très bien résumé. On arrive très certainement à illustrer ça dans des cas concrets. On peut utiliser le support du Covid. Il faut relayer cette information, il faut qu'elle soit diffusée, il faut qu'elle soit portée. Il faut que la population prenne connaissance finalement de ces conséquences directes, tangibles, qui sont là, et il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre. Et je ne sais pas, là, on a enregistré cette session, mais bon sang, il faut l'envoyer à la presse. Il faut qu'elle soit utilisée, il faut en faire quelque chose, il faut relayer ça. Il faut pas qu'on se regarde le nombril en se disant bon sang, ça va aller mal. On a des enfants, c'est leur avenir qui est en jeu. Merci beaucoup. Et ça rappelle aussi qu'il y a effectivement encore d'autres accords de reconnaissance mutuelle qui sont également menacés si on n'arrive pas à régler nos relations avec l'Union européenne. Alors ça, c'est effectivement un des premiers maintenant, le premier qui tombe dans cette situation. Maintenant, les dispositifs médicaux, mais il y a aussi la mécanique et d'autres domaines aussi qui vont être touchés. Et comme tu l'as très justement dit, Michel, c'est notre avenir qu'on joue aussi là-dedans. Merci beaucoup. On a bien posé les enjeux, on a bien discuté, on a vraiment eu un excellent panorama par nos deux orateurs que je souhaite remercier encore une fois. Je pense qu'on peut de nouveau les applaudir virtuellement puisqu'on est en format virtuel ce soir sur Zoom. Merci beaucoup encore une fois, messieurs Durand et Delphos. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, sur ce, je pense que nous pouvons conclure du coup cet événement. Merci à vous, chers participants, d'être venus. Comme nous l'avons dit, nous avons le site europa.ch pour le NOMES, du coup, si vous souhaitez plus d'informations. Et puis, il y a aussi, bien sûr, Avionic et puis Swissmedtech qui étaient présents ce soir. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, bonne fin de soirée à vous tous.